Bah les mieux gars, parce qu'on a les... on arrête avec la on a les race. autres. On a Charles qui est là. Non mais attends. Vas-y, termine avec ta montre religieuse, vas-y. Et du coup, je me dis, mais il y a aussi le pan intellectuel, c'est-à-dire comment on Oui. se comporte en société. Et je me dis, mais si on commence à mélanger des peuples sans en prendre compte, ça veut dire, par exemple, le peuple maghrébin, peut-être qu'il fonctionne légèrement différemment au niveau des interactions du cerveau et que justement, il se comporte légèrement différemment de nous parce qu'ils se sont adaptés à leur milieu. Par exemple, nous, le froid, on s'est Oui, peut-être oui. adapté Ah, au mais c'est pour froid ça, par c'est pour ça que je te l'esprit parlais de martial ou... caractéristiques génétiques selon l'environnement et le milieu. Mais il n'y a pas C'est le principe de l'ethnie en que fait. le Quoi, mais... physique, il y a aussi le côté Oui, psychologique. oui, Et mais souvent, on l'oublie en fait, ça et on peut ne être prend pas en aussi compte. le côté artériel, frère. Enfin, Mais je c'est parlais un autre pas débat. des particularisme de chaque groupe. Je Mais on va disais pas relancer simplement le que les débat. groupes On relance. existent, c'est tout. Voilà. On se mute tous. Là, vous mutez tous. On se redonne la parole quand vous aurez le droit. Ce soir, c'est interview confuse du camarade Charles. Bonsoir, Charles, le dictateur. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Alors, t'as un son un petit peu caverneux, je dois admettre. Ah, Je sais pas si je peux faire mieux ou pas pour l'instant. Si je rapproche mon téléphone, parce que là on m'entend bien. Là, on t'entend pas trop mal. Après, c'est comme tu veux. Hein. Sinon, si t'as un meilleur micro et que tu veux le faire juste après, c'est comme tu veux. En fait là, je suis dehors et Ouais. en fait, j'ai pas pris mon micro-cravate parce que j'ai découvert qu'en fait, je ne peux pas utiliser mon micro-cravate et un casque en même temps. Ouais. Donc, c'est chiant. Du coup, il faut choisir. Donc, j'ai un son un petit peu moins bien, mais D'accord. On va faire avec. On va essayer de faire avec pour l'instant. Ça devrait le faire. Alors, du coup, Charles, je vais te laisser te présenter un petit peu. Qu'est-ce que c'est que les Charles Comment c'est né Voilà. Qu'est-ce que c'est déjà, je commence par me présenter. Alors, moi, c'est Charles Lacroix. Donc, c'est un pseudonyme. Hein. Autrefois, on plutôt camarade Charles. Il n'y a encore pas si longtemps. Je suis un twittos et un petit youtubeur, et dans la vraie vie, je suis animateur en école primaire. D'accord. Voilà, donc je parle beaucoup de politique sur les réseaux sociaux. La plupart des gens me catégorisent plutôt à gauche, voire l'extrême gauche. Après, moi, j'évite de me revendiquer de trop d'étiquettes. Surtout en ce qui concerne le clivage gauche-droite, je pense que c'est un truc qui est tellement utilisé à toutes les sauces et défini n'importe comment que enfin, voilà, quand d'un côté tu vois que Philippe Poutou dans son propre parti est accusé de dérive droitière et que à côté je sais plus c'était qui, je crois que c'était Juppé en 2017, il y avait des gens de son parti qui l'accusaient d'être quasi communiste. Il y a des trucs où, au bout d'un moment, selon quand tout le monde s'accuse d'être de droite ou s'accuse d'être de gauche. C'est des mots qui ont de moins en moins de sens. En plus de ça, il y a des gens qui vont se... Enfin, je pense au Parti Socialiste, par exemple, qui vont se revendiquer de gauche, mais qui vont avoir exactement la même politique que la droite de gouvernement. Enfin, bon, au bout d'un moment, c'est des étiquettes qui ont perdu de leur sens, en fait, à force que tout le monde et n'importe qui s'en revendique et que tout le monde et n'importe qui s'accuse de ça. Donc moi, je laisse les gens me définir comme ils le veulent sur cet axe gauche-droite. La majorité des gens me qualifient de gauche ou d'extrême gauche. Il y en a qui disent que je suis droite, je ne projette pas non plus cette étiquette, j'en ai vraiment rien à cirer en fait. D'accord. Voilà. Donc ok, tu voilà, pas ces étiquettes. Et pour le son, parce que j'avais dit oui, le son est horrible, c'est juste le temps qu'il rentre chez lui, si vous voulez, voilà. Donc, ouais, après je vais mettre un vrai micro et tout. Voilà, vous inquiétez pas, le son sera de meilleure qualité juste après. Vous inquiétez pas, le temps qu'il rentre chez lui, soyez gentil avec lui. Alors du coup, comment tu crées les Charles? Pourquoi sur Twitter? Qu'est-ce qui se passe? En gros, t'es influent sur Twitter, t'as 15 000 abonnés. Ce qui est marrant, justement, c'est que ce n'est pas moi qui les ai créés, en fait. D'accord. À la base, j'explique la genèse du truc. Enfin, c'est pas directement moi qui les ai créés. La genèse du truc, c'est simplement que, à l'époque, sur Twitter, je débattais beaucoup. Je débattais plus que maintenant. Et sur Twitter, vous avez remarqué, il y a des petits malins, ce qu'ils aiment bien faire dans un débat, c'est ils vous bloquent et ils répondent après pour faire genre d'avoir le dernier mot. Vous voyez? Et moi, quand on me bloque, il n'y a pas de problème. Par contre, si on me bloque, on n'essaye pas d'avoir le dernier mot. Enfin, c'était ça un peu ma logique. Ça me fait chier qu'il y en ait qui bloquent et qui répondent après pour faire genre d'avoir le dernier mot. Donc moi, je m'étais juste créé un simple compte secondaire
pouvoir répondre à ceux qui relançaient le débat après m'avoir bloqué. Enfin, qui faisaient mime de relancer le débat après m'avoir bloqué. Et je m'étais, pour rigoler, je m'étais créé un compte, un 3e compte, un 4e compte, un 5e compte, et je m'étais mis à suivre mes amis avec. Ok. Et je m'étais mis aussi à suivre des gens qui m'aiment pas pour les embêter un peu, quoi. Et assez vite, ils ont capté le truc. Et ces gens qui m'aiment pas ont fait une liste de mes comptes secondaires. Bon, il y en avait que 5, hein. Mais au début, il n'y en avait que 5. Puis il y en a eu, je crois, 6-7, mais que j'ai jamais utilisé d'ailleurs. Hein. Enfin, il n'y a que mon compte secondaire et mon 3e compte que j'avais un petit peu utilisé. Mais voilà, les autres, c'était juste pour rigoler. Et eux, ils ont cru que j'avais peut-être une 50aine de comptes. Donc, ils se mettaient à chercher mes comptes, machin. C'était juste ça. Et j'ai un de mes potes qui a renommé son compte en Charles, mais avec un jeu de mots dedans, déjà, dès le début, pour se faire passer pour un de mes comptes secondaires auprès d'eux. Et il y a d'autres de mes potes qui ont suivi, en fait. Et donc, assez rapidement, les mecs ont cru que j'avais vraiment beaucoup de comptes secondaires. Au début, c'était vraiment rien, quoi. Et à partir de là, en fait, là-bas, c'est juste une blague d'un soir, quoi. Parce que du coup, on est allé blaguer auprès de ces gens-là, alors faisant croire que j'avais plein de comptes secondaires. Donc, il y avait peut-être une dizaine de potes qui avaient suivi le truc. Mais c'était juste ça, c'était une blague d'un soir qui devait pas aller plus loin. Sauf qu'en fait, le lendemain, c'est resté, il y a de plus en plus de gens qui ont rejoint le truc. Et très rapidement, en fait, par les gens qui m'aiment pas et qui hurlaient au fait que je fasse des comptes secondaires, en fait, ils ont finalement donné une importance à quelque chose qui n'en avait pas du tout, qui était juste une simple blague, et qui en fait est devenu un truc de long terme peu à peu, en fait. Voilà, et puis assez rapidement, pour rigoler, on a été trollé un peu dans les commentaires de certains de mes amis. Donc, on a beaucoup fait ça. Et c'était marrant, ça faisait rire les gens. Et en fait, ça a grandi peu à peu. On avait créé parce que j'ai vu qu'il y avait des gens que je connaissais pas forcément beaucoup, qui me suivaient, hein, mais que je connaissais pas forcément beaucoup, qui avaient rejoint le truc. On a commencé à créer un groupe privé, duquel on se disait, ah bah tiens, cet ami-là, pour rigoler, on va lui faire un comique de répétition dans ses commentaires, machin. C'est là, dès le début, on a commencé à s'appeler la Charlosphère, d'ailleurs. D'accord. Et puis au bout d'un moment, en fait, on a eu un groupe, on avait fini par avoir peut-être 70 personnes dedans. Et très rapidement, on s'est dit, attends, on est 70, on va aller pourrir les commentaires de politiciens de merde. C'est-à-dire des députés LREM, des trucs comme ça, en les spammant avec leurs affaires judiciaires ou quand ils disent un truc et qu'ils ont dit le contraire il y a 2 ans, on ressort le tweet il y a 2 ans et on les spamme dans les commentaires. Voilà, des choses comme ça. Et en fait, il y a plein de gens qui ont rejoint de plus en plus, donc il y a eu 2 groupes, c'est limité à 70 personnes un groupe sur Twitter. Il y a eu 2 groupes qui se sont créés, qui ne sont même pas de mon initiative en plus. Le truc est parti en mode autogénie, quoi. Et moi, finalement, j'étais le plus gros compte de ça, mais j'en suis pas directement à l'initiative, vu que c'est un de mes potes qui a lancé le truc en disant à toutes de mes amis, ouais, venez, on fait ça. Et c'est pas moi non plus qui ai créé un seul déo. D'accord. Ouais, voilà. Et quelque part, en gros, vous avez été créé par la réactance de tous les opposants, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Alors d'abord, les opposants en question, c'était beaucoup des gens en général qu'on va caricaturer en disant que c'est des SJW. Voilà, vous voyez un peu le profil. Il y avait beaucoup de ça. Il y avait aussi beaucoup de nationalistes turcs qui mais ça, les gens l'ont un peu moins vu parce que c'est pas une sphère très connue. Mais en fait, c'était au moment où la Charlosphère s'est créée, il y avait les 150 ans du génocide arménien. Et au début de la Charlosphère, ceux qu'on allait le plus troller, c'était les nationalistes turcs, les négationnistes du génocide arménien notamment. Et on les a beaucoup fait chier, on les a beaucoup provoqués, c'était extrêmement drôle. Alors on m'a dit que tu avais une proximité aussi avec Greg Tabibian du coup. C'est vrai, non mais c'est pas grave, mais c'est pour ça du coup parce que... Ça dépend ce qu'on entend par proximité, mais je le vois de temps en temps. Ouais, j'ai dîné avec lui samedi dernier, c'était très sympa. Mais comme Antoine aussi d'ailleurs, je crois. Je le vois de temps en temps. Bon, Antoine, j'ai jamais vu en vrai, parce que c'est un peu loin, mais oui, on se parle de temps en temps sur Twitter, quoi.
Voilà. Ouais, donc voilà, donc après, c'est... Alors, du coup, et alors, Kluskar, dans tout ça, ce que j'ai vu tes vidéos, tu parles beaucoup de Kluskar aussi, alors, que vient faire Kluskar là-dedans? Moi, je connais pas assez Kluskar, donc est-ce que tu peux vite fait voilà, expliquer un peu ça? Expliquer vite fait Kluskar, Ouais, c'est dur de faire vite fait avec je ce sais, personnage, mais j'imagine. en très gros, Kluskar, moi je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant, mais qui est souvent lu pour de mauvaises raisons et que j'ai lu aussi moi au début pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que Kluskar, quand on le caricature, il est un petit peu. Enfin, on peut assez vite en faire un truc un peu anti-SJW dans la mesure où il critique un peu les ancêtres idéologiques de tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la French terrorisme, machin. Et c'est un petit peu pour ça aussi que je l'ai lu au départ, parce qu'à la base, j'étais beaucoup dans la critique de ça. Euh, Maintenant, c'est un sujet qui a fini un peu par me saouler. Donc voilà. Mais donc là, j'ai commencé à lire Kluskar là-dessus. Sauf que, bon, au début, surtout l'aspect philosophique, parce qu'en général, quand il va critiquer tous les ancêtres des SJW, il va s'attaquer à des philosophes. Hein, donc c'est très jargonneux, c'est plein de jargon philosophique, donc on ne comprend pas forcément tout la première fois qu'on lit. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé qui est beaucoup plus intéressant chez Kluskar que ces débats philosophiques. C'est tout ce qui concerne l'aspect économique et sociologique, et notamment le fait qu'il fasse un peu une sociologie de la consommation. Ce qu'il commence à faire dans Néofascisme et idéologie du désir, qui est le premier que j'ai lu et qui est celui sur lequel j'ai fait une vidéo. Et d'ailleurs, quand tu regardes ma vidéo, l'aspect du livre où il tacle un peu les ancêtres idéologiques des woke et où il tacle le libéralisme libertaire, etc. C'est un aspect dont je parle assez peu, enfin je l'expédie un peu à la fin, mais je parle beaucoup plus du rapport à la consommation, quoi. Le fait que Kluskar pense que la société de consommation n'existe pas, en tout cas il trouve que c'est un concept qui est trop caricatural, et lui il pense que tout le monde ne consomme pas de la même manière, c'est-à-dire que pour Kluskar, les gens qui consomment ou qui surconsomment, en fait, ce sont les riches, c'est les bourgeois, c'est ceux qui ont les moyens de consommer beaucoup plus que ce qu'ils ne produisent. Tu vois. Alors qu'à l'inverse, par exemple, un ouvrier, il produit beaucoup plus qu'il ne consomme, tu vois, par exemple. Donc lui, il ne vit pas dans une société de consommation, l'ouvrier. Et Kluskar, il pointe du doigt le fait qu'à la gauche de son époque, il y avait un peu le discours en mode les prolos, donc c'est son époque, on commençait à écrire, c'est notamment dans les années 60, il y a un peu le discours à gauche qui est de dire les prolos, c'est bon, ils se sont enrichis, les prolos occidentaux notamment, parce qu'ils ils ont accès à des biens de consommation. En fait, ce que Kluskar te dit, c'est que la plupart des biens auxquels accèdent les prolétaires occidentaux de l'époque, ce sont pas des biens de consommation, c'est pas des montres Rolex, c'est pas du caviar, c'est juste des trucs comme des voitures ou des machines à laver, voilà. Donc, et encore, la télé à l'époque, dans les années 60, non, ils n'ont pas encore les prolos dans les années 60. Donc en gros, c'est ce qu'ils appellent des biens d'équipement, c'est-à-dire des biens qui permettent d'alléger ses tâches ménagères. Et notamment, alléger ses tâches ménagères, ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer sa femme travailler. Enfin, globalement, ça veut dire ça. Et puis, ça permet aussi, par exemple, la voiture, d'aller à son travail, en fait. Donc, tout ça, pour lui, c'est pas des biens de consommation, c'est des biens d'équipement, tout simplement. D'accord. Et on me pose la question de ce que tu penses de la critique de Bégodeau sur Kluskar, du coup, si tu l'as entendu. Le problème, c'est que justement, Bégodeau, j'ai l'impression qu'il. Et ça il fallait que j'en parle aussi, je l'avais en licence sur la tête. Bégodeau, j'ai l'impression qu'il critique pas Kluskar, il critique Kluskar tel que vu par Alain Soral. Oui, c'est-à-dire que Kluskar, il y a aujourd'hui une lecture réactionnaire de Kluskar, qui sont des gens qui vont récupérer Kluskar et qui vont juste en faire un truc un peu anti-féministe, parce que Kluskar critiquait un peu le féminisme qui dominait à son époque, qui est un féminisme un peu le féminisme dominant, c'est-à-dire un féminisme un peu embourgeoisé, quoi. Enfin, c'est le féminisme,
le courant féminisme qui a le plus de relais dans les médias, etc. Donc, lui, il va critiquer ça. Et en fait, les Soraliens vont beaucoup reprendre Fouskar en le caricaturant. Et c'est dommage parce que c'est pas du tout quelqu'un de caricatural, en réalité, Fouskar. Et c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup plus, qui a des analyses qui vont beaucoup plus loin que juste des débats sur les mouvements de gauche. C'est-à-dire sa critique du féminisme, machin. Donc, du coup, moi aussi, si j'en parlais beaucoup, c'était un petit peu pour remettre cet homme au bout du jour et rappeler que non, c'est pas un réac, non. Ok, parfait. Donc, voilà. D'accord. Donc, alors, c'est quoi le but aujourd'hui des Charles alors? Ah ben, il y en a pas vu que la Charlottesville n'existe plus. Ah ouais, pourquoi elle n'existe plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, alors pourquoi elle n'existe plus? Pour plusieurs raisons. En fait. Déjà, la Charlottesville, c'est un mouvement qui était très bordélique. Hein. Je me suis même fait virer de certains groupes de la Charlottesville. Alors, pour ceux qui me traitent de gourou, qui me qualifient de chef des Charles, non, en fait, non. Et la Charlottesville, alors, pour revenir à la base des bases, c'est dans ces groupes-là, il y a un peu des gens qui viennent de tous les horizons politiques. Mais il y a quand même un petit peu un dénominateur commun, c'est d'être déjà en général très critique envers l'Union européenne. Et il y a aussi le côté avoir envie de faire chier des politiciens à la con. Voilà, c'est un peu ça le dénominateur commun des Charles. Il n'y a pas vraiment d'autres dénominateurs communs. Donc, assez rapidement, ça pouvait partir en débat politique et parfois même en drama interne à la Charlottesville. Il y a eu plein de dramas que je n'ai absolument pas suivis parce que je m'en battais les couilles. Vraiment. Donc ça, je ne serais pas capable d'expliquer tous ces dramas. Mais du coup, d'un moment, à force d'avoir des dramas, il y a plein de gens qui se sont barrés d'eux-mêmes parce que ils en avaient un peu ras le cul des dramas, que je peux comprendre. Hein. Moi-même, je les ai pas suivis du tout, ces dramas. Donc voilà, pour dire à quel point je m'en bats les couilles. Et il y a aussi un petit peu un autre problème, c'est que c'est très bien d'exister médiatiquement juste par le nombre, mais le problème, c'est que quand on existe médiatiquement à travers un pseudonyme en commun, en quelque sorte, parce que Charles, du coup, c'est devenu un peu un pseudonyme en commun, tout le monde a un jeu de mots avec Charles dedans, c'est que les gens vont forcément essayer de le faire entrer dans une case, de le catégoriser. Donc on avait des droitards qui nous accusaient d'être des sortes de gauchistes, machin. Donc, notamment Damien Rieu qui nous a dit qu'on était, je crois, des bolcheviks voulant pervertir la jeunesse. Bon, il y a eu Alain Soral qu'on a beaucoup fait chier. Alain Soral qui m'a menacé à demi-mot sur Twitter, du coup. Donc, il y a vraiment cette idée d'essayer de le catégoriser. Et à gauche, c'est totalement l'inverse. Les gens allaient essayer de nous catégoriser. On était d'extrême droite, confusionnistes, enfin voilà, fascistes même, on nous a dit parfois. D'accord. Donc, en fait, ce qui est assez chiant, c'est qu'au bout d'un moment, des gens n'ont pas envie de se faire autant qualifier des deux côtés de cidre juste pour avoir eu Charles en pseudo, quoi. Et donc il y a un moment, on avait fini, parce qu'on avait fait tellement chier des gens de partout, de tous les bords politiques, qu'au bout d'un moment, on finissait par devenir inaudible. C'est-à-dire que le troll a ses limites, c'est-à-dire que le troll, ça fait marrer les gens, et le côté taper sur tout le monde. Souvent, les gens aiment bien au début, quand ça tape sur tout le monde, jusqu'au moment où ça tape sur eux. Et en fait, au bout d'un moment, la Charlottesville n'avait plus que des ennemis, finalement, et en fait, ça devenait presque malsain, parce que on se faisait diffamer de partout. Et en plus, moi, personnellement, vu qu'on beaucoup de gens me voyaient un peu comme le chef du truc, finalement, aux yeux de beaucoup de gens, ma responsabilité était engagée. Donc, quand la Charlottesville se fait diffamer, finalement, c'était moi qu'on diffamait à travers la Charlottesville. C'est là un peu l'idée.
Et en plus de ça, quand il y a eu, à travers certains dramas, parfois quelques dérives internes à la charlosphère, que je n'ai pas du tout suivi parce que j'en avais rien à foutre, mais apparemment il y a eu quelques dérives internes par moment. Moi, je n'avais pas envie d'être considéré comme responsable de ça, sachant que je m'en battais les couilles. Je n'avais même pas envie de chercher à comprendre. Donc moi, à la fin, j'étais en mode, bah écoutez, on dissout le truc. Moi, je me désolidarise du truc. On a bien rigolé pendant des mois, mais il y a un moment, enfin, j'ai envie de dire toutes les bonnes blagues ont une fin, tu vois. Enfin non, non, c'est pas ça l'expression. Les blagues les plus cons sont les meilleures, comme on dit. C'est ça. Et puis après, en gros, votre but c'était de troller, quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, franchement, je le dis ouvertement, je ne regrette absolument pas d'avoir fait la charlosphère, mais je pense qu'il y a un moment où, bah oui, ça devait se terminer. Et je pense qu'au fond, tous les Charles le savaient. Bon, même si au moment où j'ai appelé à la dissolution, finalement personne ne m'a écouté. Hein. Voilà, donc pareil, en termes de gourou, moi j'appelle à discuter le truc, je me fais ratio en commentaire. Et tout le monde se fout de ma gueule. Donc, non, mais vraiment, quand j'ai prononcé la dissolution du truc, et je me suis pris des ratios en commentaire et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ils ont fait des mèmes sur moi et tout. Personne ne m'a écouté. Et je me suis même fait virer de certains groupes. Donc, parce qu'ils avaient peur. Il y en a qui m'ont viré de certains groupes parce qu'ils avaient peur que je fasse sauter le groupe. Moi, mon but, c'était pas de faire sauter les groupes. Moi, mon but, c'était surtout de dire, voilà, on arrête de se revendiquer Charles. Après, les groupes, moi, j'en ai rien à foutre. J'y passais quasiment jamais. Donc, s'ils veulent garder ces groupes, grand bien à leur face. Moi, après, voilà, la charge, j'ai pas fait. Je me suis fait plein d'amis très sympas. On a bien rigolé. On a fait chier des politicards. On a ratio des membres du gouvernement. On a mis des vieux hashtags en tendance qui avaient, à mes yeux, certains hashtags avaient une utilité publique. Bon, il y avait aussi des hashtags très débiles, purement troll. Mais bon, voilà, on a fait un peu de tout, quoi. Mais alors, et voilà. Du coup, c'était l'affaire avec le bouseux qui a sorti tout ça. C'est ça les trucs internes qui ont mené à la fin ou c'était d'autres trucs? Ça, il me semble que c'était au début de la charlosphère. Mais bon, après, tout ce qui touche au bouseux, moi j'en avais déjà un peu rien à foutre, quoi, parce que c'est pareil, le bouseux, c'est exactement le genre de gars. Et là-dessus, je ne jette pas la pierre. Hein, c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Le genre de gars qui essayait de vraiment mettre le truc dans une case et qui tapait complètement à côté, tu vois. Ouais, donc bah oui, pour lui, on était d'extrême droite, machin. Et du coup, ouais, j'avais hésité à lui répondre pendant un moment, puis je me suis dit, oh, c'est peut-être pas la peine, ça va être trop long. Et puis je me suis dit, ce serait peut-être plus pertinent plutôt qu'un jour je témoigne de moi mon vécu dans les charlosphères plutôt que de chercher à répondre à des accusations. Et là, c'est ce que je fais finalement ce soir. Donc merci de m'avoir invité. Avec plaisir, justement. Je trouvais ça intéressant parce que ça a été un phénomène, une sorte de phénomène un petit peu qui est sorti comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on sait pas tout ce qui s'est passé forcément. Il y en a encore qui se revendiquent des Charles. Oui. Il y en a qui ont gardé le pseudo, mais enfin, ça n'existe plus. La raison pour laquelle ça n'existe plus aussi, c'est qu'à la base, dans la charlosphère, il y avait un compte qui s'appelait le RIC Charles, je crois, donc par rapport au référendum d'initiative citoyenne, où on faisait des votes et on organisait des raids. Alors d'ailleurs, pour vous dire à quel point je suis un gourou, je n'ai jamais tenu ce compte. C'est-à-dire que ce compte était géré par plusieurs Charles et je n'ai jamais fait partie de ces gens-là. Même si parfois j'ai proposé certains raids à ces gens qui géraient le truc. Alors les raids, qu'est-ce qu'on entend par raid? Parce que c'est un mot qui est un peu utilisé à toutes les sœurs. Alors je vais peut-être inviter... C'est un mot utilisé pour décrire. Parce que ce qui est marrant, c'est que tu as des méthodes... Alors moi je vais inviter peut-être Ulcan, alors je pense pas que ce soit aussi fort que ça, mais tu as vraiment des méthodes politiques en tous les cas, j'ai l'impression. Mais alors vas-y, je te laisse expliquer c'est quoi un raid. Alors, le mot raid, en fait, il est utilisé un peu à tort et à travers pour décrire plein de trucs. Donc quand on utilisait raid, peut-être qu'on n'aurait pas dû utiliser ce mot, parce que des gens se sont dit « Ah, mais c'est du harcèlement, du coup ». Parce qu'en fait, le mot raid, en France, il est surtout popularisé depuis qu'il y a eu des harcèlements de la part de jeuxvideo.com, enfin de certains membres de jeuxvideo.com. Mais un raid, en fait, c'est pas forcément aller insulter quelqu'un en masse. Un raid, ça peut être juste alimenter un hashtag sur Twitter. Ce qu'on faisait beaucoup.
peut-être 90% de nos raids, c'était alimenter des hashtags et créer des hashtags à la con. D'accord, oui, c'est un raid numérique sur la plateforme pour référencer. Après, il y a eu des raids un peu de commentaires, mais la majorité des gens sur lesquels on faisait des raids, en fait, c'était des élus ou des trucs comme ça. Bon, c'est-à-dire des gens, bon, ils vont pas se sentir harcelés, ils lisent pas leurs commentaires. Mais nous, ça nous permettait à des gens comme ça, vu qu'on était massivement dans les commentaires d'un politicard, la personne qui voulait lire les commentaires de ce politicard, elle était confrontée du coup à ces casseroles en fait, parce que majoritairement en fait on postait des casseroles des politiciens avec des commentaires ironiques de politiciens de tout genre, hein, de gauche à droite. Et en fait c'était avant tout ça qu'on faisait. Voilà, et parfois il y avait des raids aussi dans les mentions de certains de nos amis en fait. Et en général, voilà, c'était avec un comique de répétition, souvent quand on faisait ça. Et bon, les gens, ça les faisait rigoler, quoi. Et voilà, et globalement, il n'y a eu aucun raid d'insultes envers des gens lambda. Bon, je crois qu'il y a eu quelques raids d'insultes envers des ministres. Mais... Oui, bon, ça va. Et voilà, rien qui s'apparente à du harcèlement. Et est-ce que ça a pour but est-ce que ça a un but dans le réel? Est-ce que ça a un impact dans le réel, surtout quand vous faites ça des fois, ou que dalle? Alors ça, franchement, je sais pas si ça a eu beaucoup d'impact dans le réel. Nous, ça nous faisait marrer, mais c'est pas tout. Après, l'impact, en fait, le seul impact que ça a eu, c'était pour moi, c'est par les gens qui en parlaient, en fait. Pour moi, c'est à tout casser, on devait être quoi? La chasseur au plus haut, je sais pas, c'est quoi? Peut-être 300 membres, grand max, et encore, il y en a plein, ils n'étaient pas actifs. Et en fait, ça représente que dalle, en vrai. Ça représente que dalle. Mais en fait, les gens en parlaient comme si c'était un truc important. Enfin, Jules nous avait insulté et tout. Après ça, en vrai, la chasseur n'avait pas d'importance. Mais vraiment pas. Hein. Oui, c'est souvent comme ça en fait, hein. Les petits trucs qui prennent une énorme importance, qui sont ultra médiatisés même par moment, parce que voilà, les gens en parlent. Ça fascine les gens. On a fini par avoir une Libération qui nous évoque dans un article, juste parce qu'il y a un Charles qui a lancé la rumeur de Jean-Marie Le Pen de la mort de Jean-Marie Le Pen, et du coup il y a eu des gens qui y ont cru, et d'autres Charles ont alimenté le truc. Bon, ça, c'est vraiment une blague que je vous ai dit, tu vois. Mais et un matin, je me suis réveillé, et moi, j'étais un peu au courant de ce reste, c'est la première fois que j'allais à Paris, et j'avais un peu lâché Twitter. Je regarde la presse, je vois Check Plus de Libération sur la mort de Jean-Marie Le Pen, je me dis, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que ça parle du groupe Les Charles. Voilà, ça me dit, la rumeur est à l'initiative des Charles, un groupe connu sur Twitter pour critiquer les progressistes. Je crois que vous avez dit un truc comme ça, et vous avez aussi essayé de le caser. Pourquoi tout le temps c'est ça qui revient du coup? Genre la critique du progressisme? Non, c'est pas tout le temps ça qui revient, c'est ça qui revient chez les gens de gauche, mais les gens de droite, ils te diront qu'on était des communistes avec le couteau entre les dents. D'accord. Moi, demain, si je vais sur un live d'extrême droite, ils vont tous me dire que je suis communiste et que les Charles est un truc d'extrême gauche. Il y en a qui le disent. Hein. Il y en a qui disent même qu'on était à gauche, c'est ça qui est marrant. À gauche, ils disent qu'on est un groupe d'extrême droite pour infiltrer la gauche. À l'extrême droite, ils disent qu'on est un groupe de gauche pour infiltrer l'extrême droite. Et à un moment, les gars, bon, moi j'ai très envie qu'on organise un débat entre ces gens-là pour qu'ils fassent un débat sur la chirosphère, tu vois. C'est intéressant. J'aimerais bien convier le bouseux. Si t'écoutes le bouseux, bien. Voilà, s'il y a des gens qui aiment pas les Charles, et voilà, on pourra. De toute façon, après, tu pourras discuter avec les gens quand tu auras le son un peu amélioré. On va pouvoir discuter avec les gens déjà en radio libre. Donc si les gens veulent venir, voilà. Et au pire, je vais peut-être taguer le bouseux, tu vois, si tu veux discuter. Non, mais c'est ça, c'est aussi ça, le fait de à tout prix vouloir catégoriser un truc et de le caricaturer, c'est qu'en fait on arrive là avec des gens qui d'un côté te disent t'es un mec de droite si tu fais passer pour de gauche, et de l'autre côté ils disent l'inverse. Et c'est pareil aussi, j'aimerais bien un jour qu'on organise un débat entre des gens comme Jérôme Martin qui m'accuse d'être antisémite et des Soraliens qui m'accusent d'être juif. Il faut un débat entre ces gens-là un jour. Ah oui, j'ai eu des Soraliens.
Ça, c'est une Et accusation, aussi, genre, c'est un juif. j'ai aussi eu un mec de l'Action française qui s'appelle Basile. Alors ça, c'était énorme. Le mec accusait carrément la Charlesfort d'être une entreprise juive pour je sais pas quoi, Le Mossad, comploter j'imagine. en France. Les Non, mais francs-maçons c'est des sont trucs de sûrement jardin, derrière. quand même. Ah, est-ce que tu es franc-maçon De jardin. De quel grade Non, es-tu? non, non. Non, tu n'es pas. Non, non, Putain. c'est pas franc-mac. Ah, mon frère, ce n'est pas bien. Ah, Shalom Marie. Le son de Charles est bizarre, c'est normal, ça va changer. Ne vous Oui, en faites je pas. rentre chez moi. Je rentre chez Ça moi va en se marchant. transformer, Là, et les gens sont j'arrive en bientôt. colère. Le peuple est en colère. Ils ont des fourches là. D'accord. Donc en gros, le phénomène des Charles, ça donne tout ça. Alors on va recaler donc le contexte, c'est ça. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Il y a plus de Charles. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu Non, fais sur il y Twitter? a encore des, Vas-y, il y a, il y a encore des survivances de groupes où ça parle encore un petit peu. Et encore, ça fait plus de raids. Il y a plus de raids. Il y a plus de hashtags. Enfin, c'est juste des gens qui discutent. Il y a aussi un groupe où c'est la première division, je crois. C'est des gens qui sont issus du premier groupe, mais ils font plus que de s'envoyer des images porno. d'accord. Bon, donc Chacun sa passion. voilà, chacun sa passion. C'est ça. Bon, du coup, ouais, il y a plus grand chose. Alors, par contre, je pense qu'il y a eu quelques répercussions sur la vie de certains Charles, dans la mesure où beaucoup ont rencontré des gens. Moi, par la Charlesfort, par exemple, j'ai rencontré une personne très intéressante qui s'appelle Françoise Nicolas, que j'ai interviewée le week-end dernier. Et la vidéo sortira bientôt. Et j'ai rencontré d'ailleurs plein d'autres gens. Parce que, du coup, vu que ça faisait du bruit, il y a des journalistes qui se sont mis à me suivre, etc., dont certains que j'ai rencontrés en vrai et qui sont très gentils. Donc, j'ai fait plein de bonnes rencontres, en fait, le fait d'avoir fait parler, en fait. Et ça, moi, j'en suis plutôt content, du coup. Je pense que, finalement, moi, j'en tire plutôt du positif de la Charleston. Donc ouais, en fait, t'en as tiré du positif parce que t'es un animateur. Donc ouais, t'as appris à gérer un peu les médias. Donc tu te rends compte de comment ça fonctionne déjà. En plus de ça, ouais, ça te met du lien finalement avec des journalistes. Alors du coup, c'est-à-dire des journalistes, dans quel contexte tu te retrouves avec des journalistes? Non, comme ça, ou des contextes juste pour parler, des gens à qui je parlais sur Twitter. Du coup, suite à ça, à qui je parlais sur Twitter de politique, tout ça, et parfois que j'ai rencontré en fait pour boire un verre, tu vois, rien de très, voilà. Non, mais ce sont des gens que je trouve intéressants, tu vois. Oui, que t'aurais peut-être pas croisé autrement que par ce contexte, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et la Charleston, d'ailleurs, c'est vraiment un truc, du coup, qui m'a... Enfin, moi, il faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un de très casanier, je voyage parfois à l'étranger pendant des vacances, mais à la base, moi, toute ma vie, je la fais juste à Saint-Étienne-du-Rouvray, où je vis et je travaille. Et je me suis jamais dit qu'un jour, j'irais voir des amis tous les week-ends à Paris, enfin pas tous les week-ends, mais beaucoup de week-ends. Tu vois, c'est un truc, pour moi, Paris, c'était un autre rêve, tu vois. Genre, moi, dans ma tête, j'étais juste destiné à faire ma vie à Saint-Étienne-du-Rouvray, ou à la limite sur la rive gauche de Rouen, vraiment l'endroit où j'ai toujours vécu, où j'ai toute ma famille et tout. Et finalement, via Twitter, via le fait d'avoir eu beaucoup d'abonnés d'un coup et d'avoir rencontré plein de gens sur la Charleston, tu vois, le week-end dernier, j'étais à Nantes pour interviewer une dame. Je connais des gens dans les quatre coins de la France et je dois mettre un petit peu. Bon, c'est pas très loin non plus, Paris, tu vois, mais voilà, je l'avais jamais été. Enfin, je l'avais déjà été je crois la dernière fois que j'y avais été, je devais avoir 9-10 ans, tu vois, j'en me souviens à peine. Mais la première fois que j'allais à Paris dans ma vie d'adulte, quoi. Et puis c'est vraiment l'arrivée de ces médias, parce que t'as quel âge, toi, en gros? Moi, j'ai 23 ans. 23 ans, donc ouais, t'es assez jeune. J'ai toujours vécu et travaillé à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ici, j'ai quand même fait mon lycée dans la commune d'à côté, à Sotteville, mais je vivais toujours à Saint-Étienne. Et déjà, moi, quand j'ai fait un an de prépa, et un an de prépa littéraire, et que j'étais au centre de Rouen, dans un lycée très bobo, déjà, pour moi, c'était le bout du monde, tu vois, le centre de Rouen. C'est un endroit où je vais pas beaucoup, le centre de Rouen, d'ailleurs. Tu vois, oui, je comprends. Ouais, moi, je suis quelqu'un de très casanier à la base, tu vois. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte, tout ça, aujourd'hui? Parce que, ok, ça t'accède à autre chose, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Maintenant, j'aime beaucoup voyager et rencontrer des gens. Beaucoup plus qu'avant. Et du coup, sur ta chaîne, c'est quoi le projet là?
Et du coup, le projet sur ta chaîne. Alors, sur ma chaîne, Vas-y. jusque-là, moi, mon but sur ma chaîne, c'était déjà donner mon avis sur certains trucs d'actualité. D'ailleurs, les vidéos récemment, je les ai un peu répertoriées et sur les miniatures, je les ai un peu catégorisées. Donc, les vidéos en bleu où il y a écrit mon avis, c'est les vidéos où je donne juste mon avis. Il y a des résumés de livres. Parce que moi, tout mon truc aussi, pendant un moment, c'était motiver des jeunes à lire, tu vois. Et c'est aussi un truc que j'essayais de faire en interne dans la Charlosphère, tu vois. Enfin, j'essayais de profiter un peu de l'influence mine de rien, même si j'étais pas le chef, le fait d'être le plus gros compte, oui, c'est vrai, j'avais un minimum d'influence, tu vois. Dans la Charlosphère, tout le monde se suivait pas. Par contre, tout le monde me suivait moi, quasiment. D'accord. Voilà, bon, sauf à la fin. À la fin, il commençait à y avoir des Charles qui étaient des gens qui me connaissaient même pas. Mais c'était vraiment à la fin, tu vois. Globalement, les gens, ils me suivaient. Voilà. Et donc, même si j'étais pas le chef, parce que j'étais pas à l'initiative du truc, j'étais pas à l'initiative des groupes, j'étais même pas dans tous les groupes, et je ne tenais pas le compte fric qui était le compte central du truc. Malgré tout, j'avais quand même, on va dire, une aura, tu vois, on va dire. Voilà, je dis modestement, tu vois. Ouais, non, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, les gens disaient un peu ce que je disais. Voilà, une influence intellectuelle, c'est peut-être un grand mot, mais enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, déjà, je faisais des threads et des articles de temps en temps. Et puis, je faisais aussi des vidéos, notamment des vidéos qui résument des livres pour donner aux gens envie de les lire. Et puis, même s'ils ne les lisent pas, au moins, bon, ils ont quelques concepts qui peuvent être utiles pour penser politiquement. Et voilà. D'accord. Et là, vas-y, t'allais dire un truc ? Non, vas-y. Je disais, après, moi, à la base, je n'ai pas trop de compétences vidéo, c'est des trucs que j'ai appris sur le tas. Donc, au début, ça parle très lentement. Si vous regardez mes vidéos, mettez-les en vitesse 1,5, sinon vous allez vous tirer une balle. Et quand je me suis mis à mettre mon visage en caméra, bon, je ne savais pas très bien parler face caméra, parce que c'est dur de parler tout seul à la base. C'est pas naturel, tu vois. Pas du tout. Voilà. Et en plus, t'es filmé avec le cul, enfin voilà. Bon, là, j'essaie vraiment d'upgrader. Là, je me lance dans une série d'interviews. Je dis, j'ai interviewé quelqu'un et je compte en faire d'autres, des interviews. Donc, j'essaye un peu d'upgrader dans la forme, quoi. Voilà. D'accord. Alors, question très bête. Pourquoi autant de haine contre l'Union européenne ? Pour plein de raisons. Après, moi, à la base, c'est pas que l'Union européenne que j'ai. Moi, j'ai surtout la haine contre les gouvernements en place, la bourgeoisie qui nous exploite et toutes les merdes qu'ils font, quoi. Réforme des retraites, réforme du code du travail, réduire les droits des chômeurs, machin. Tous ces trucs-là, ça me pète les couilles. Et l'Union européenne, à la base, c'est juste un instrument de cette bourgeoisie, il faut le voir comme ça. Moi, par exemple, je suis pas dans tout le truc avec l'UPR qui était de dire la politique qu'on fera, on s'en fout. D'abord, il faut sortir de l'Union européenne et après on verra. Ah non, parce que si tu sors de l'Union européenne, mais que derrière c'est pour faire du Thatcher, en soi c'est une souverainiste à la base, en quelque sorte. Voilà, mais ce courant-là du souverainisme qui est de dire l'Union européenne, ça nous coûte trop de thunes, donc on va en sortir pour faire un truc encore plus néolibéral, encore plus violent. Moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Enfin, moi, je veux sortir de l'Union européenne parce que je veux une politique sociale et que les traités européens nous empêcheraient de faire une sérieuse politique sociale. Et alors quand je dis politique sociale, contrairement à ce que croient certains à droite artificielle, et que croient aussi certains types du PS, une politique sociale, c'est pas distribuer des aides sociales à tire-larigot, en fait. Une politique sociale, c'est, par exemple, relocaliser l'industrie pour diminuer le chômage. Ce que ne permettront jamais de faire les traités européens qui nous interdisent d'empêcher une délocalisation. Donc, c'est un exemple, quoi. Mais en gros, les traités européens sont fondamentalement néolibéraux et beaucoup de merde qui nous arrive sont des conséquences du droit européen. Par exemple, le fait que EDF soit obligé de vendre une partie de l'électricité nucléaire qu'elle produit
à des concurrents créés de manière fictive, parce que c'est des concurrents qui ne produisent rien, qui ne font que de racheter ce que EDF est obligé de lui vendre, et ben ça, c'est une conséquence du droit européen. C'est la loi NOM qui prévoit ça, qui est une adaptation du droit européen dans le droit français, enfin des traités européens dans le droit français. Enfin, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en gros, l'Union européenne a un bilan désastreux économiquement sur la France déjà, mais encore plus sur les pays, d'autres pays d'Europe, hein, notamment la Grèce, où là c'est le pire. Et moi, je critique beaucoup l'Union européenne. C'est pas tellement que je suis centré sur la Commission européenne. Je sais en réalité que beaucoup de nos problèmes ne viennent pas de là. Beaucoup de nos problèmes viennent de notre bourgeoisie nationale, en vrai. Mais le problème, c'est que à gauche, il y a énormément de gens qui croient bêtement en la propagande européenne, qui croient que l'Europe c'est la paix, qui croient qu'on peut changer l'Europe, qui croient, en plus ils disent l'Europe, mais en vrai c'est l'Union européenne. Hein, l'Union européenne n'est pas l'Europe. Et puis moi en fait, si je critique beaucoup l'Union européenne, c'est pour un peu secouer les gens de gauche et dire mais réveillez-vous, vous êtes en train de défendre et de laisser faire une institution qui est par essence bourgeoise et néolibérale. Et plus précisément ordolibérale, si vraiment on veut chipoter. Mais bon, qu'est-ce que tu... Oui, ordolibéral. Voilà, mais après, voilà. Malgré ça, alors qu'est-ce que tu préconises toi dans l'idée, comment tu vois les choses? C'est-à-dire que moi par exemple, l'autre fois on me disait que j'étais un accélérationniste en disant bah ok, hein, parce que de toute façon les gens vont pas faire bouger les choses, Mélenchon c'est compliqué, Roussel à la limite, mais voilà, est-ce qu'il va passer, voilà, tu vois. Donc je sais pas. Oui, tu parles vraiment pour la présidentielle. Par exemple, voilà, qu'est-ce que tu préconiserais dans l'idée, comment tu vois, enfin qu'est-ce que toi tu en penses, ouais. Personnellement, moi si jamais Georges Kuzmanovic peut se présenter, je voterai pour lui, tu vois. Si jamais il n'a pas les 500 signatures, parce que bon, ça reste un petit candidat, voilà, je voterai Roussel, voilà, Fabien Roussel, même si je sais que Roussel a parfois des discours euro-réformistes, mais j'ai quand même plutôt confiance dans la mesure où, même si Roussel, je pense qu'il a aussi un côté réaliste, c'est-à-dire que moi, ce que je critique chez les gens de gauche, j'essaie un peu de déconstruire la propagande européenne européiste qu'on voit chez les gens de gauche, mais ça, c'est quelque chose qui se fait sur un temps long. Je pense que Roussel, il est conscient qu'il ne va pas déconstruire cet européisme de gauche en 3 mois, le temps d'une élection. Donc, je pense qu'il est un peu obligé de faire le modéré sur ce sujet pour pas faire peur à ces électeurs-là, qui malgré tout sont nombreux, surtout chez les gens qui vont voter en fait. Parce qu'en fait, en réalité, la France qui a dit non en 2005, aujourd'hui, c'est aussi beaucoup la France des abstentionnistes. Hein. Mais alors, voilà, tu penses que ça peut passer par les élections? Le Frexit. Frexit, franchement, je sais pas. La possibilité que ça aille un peu mieux, je sais pas. Parce que t'as eu, quand je vois Antoine, quand je le reçois ici, lui il est plus limite pour une sorte de, voilà, lui il dit moi je vois que la révolution armée. Mais c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Et moi aussi, je suis un peu comme lui. Moi, je suis limite un accélérationniste en disant votons Zemmour, comme ça, ça part en couille. Non, moi, je suis pas dans l'accélération. Par exemple, tu vois, mais voilà, c'est quelque chose que je comprends totalement, mais la différence que j'aurais avec lui, c'est que je pense que le fait de réussir à faire passer une opposition, au moins dans les élections législatives, ça n'empêche à aucun moment une lutte un peu plus radicale dans les rues, quoi. Pour moi, c'est quelque chose qui doit un peu avancer ensemble. Et il ne faut pas oublier qu'une élection présidentielle, ça c'est quelque chose que je rappelle en tant que membre d'un petit parti. Une élection présidentielle, le but, c'est pas uniquement d'être élu dès la première fois. Évidemment que Georges Kuzmanovic ne sera pas élu. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Même s'il a les 500 signatures, on est d'accord. Évidemment qu'il ne sera pas au second tour, soyons réalistes. Mais il faut que je rappelle que l'enjeu pour un petit parti, à sa première élection, c'est de commencer à exister. C'est pas d'être élu, commencer à exister. Comment on commence à exister notamment par les législatives, parce que aux législatives, un petit parti peut parfois réussir à faire passer quelques députés qui peuvent ensuite se faire connaître et donc faire connaître le parti. Un parti aussi aux législatives, si là, il me semble que c'est 1% des voix dans 50 circonscriptions, je crois que c'est un truc comme ça, il commence à avoir de l'argent public, donc des financements. Donc avec ces financements, il peut se lancer beaucoup plus sérieusement pour la prochaine élection. Donc
et puis un parti qui commence à grossir, même s'il n'est pas élu, ça peut rester un parti d'opposition, ça peut rester un parti qui est présent dans les médias et qui impose ses thèmes. Enfin, le grand drame en France, c'est qu'on a 50% de gens qui ont voté non au référendum de 2005, et aujourd'hui, combien il y a de partis souverainistes, enfin critiques, on va dire eurocritiques, parce que souverainiste, ça reste un mot qu'on pourrait accuser d'être mal défini, machin. Mais combien on a de candidats de petits eurocritiques qui sont présents régulièrement dans les grands médias? Aucun. C'est des gens qu'on va inviter un petit peu lors des élections. C'est normal, parce que l'État défend, enfin les médias défendent relativement cette position. Après, tu peux avoir des gens anti-UE, mais ils vont être invités une fois par mois. Oui, voilà. Parce qu'ils viennent, quoi, mais une fois par mois. Parce que pendant très longtemps, la seule personne eurocritique qui était régulièrement dans les seules personnes, on va dire, qui étaient régulièrement dans les médias, c'était quoi? C'est des gens comme Zemmour, un petit peu Philippot quand il était au RN. Bon, Philippot, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je suis pas trop son actualité, et Zemmour, c'est quelqu'un qui a retourné totalement sa veste sur ces sujets-là. Donc, à partir de là... Pourquoi retourner sa veste? Tu trouves qu'il a retourné sa veste tant que ça? Enfin, complètement. Il a dit qu'il était contre le Frexit. Ouais. Il a dit qu'il était contre le Frexit. Alors, je crois qu'il veut réformer Schengen ou je sais plus quoi. Faudrait que je revérifie. Il a dit peut-être une connerie. Voilà. Donc, il est dans l'euro-réformisme qui est là-dessus. Donc, oui, pour moi, il a retourné ça. Et d'ailleurs, il ne veut pas non plus sortir de l'euro. Parce que, enfin, pour moi, être euro-critique, c'est aussi critiquer le bilan de l'euro, quoi. Voilà. Là, on arrive dans des sujets extrêmement complexes. Il ne faut pas oublier cette dimension-là. Le fait qu'on ne puisse plus battre notre propre monnaie, c'est absolument n'importe quoi. Enfin, un État doit battre sa monnaie, point. Enfin, c'est pas négociable. J'entends bien. Alors, niveau du son, là, ça crépite un petit peu. Là, j'arrive bientôt chez moi. Voilà, là, je suis normal. Zemmour a dit spécifiquement qu'il voulait réformer Schengen. Les germanolâtres en Germanie. Alors, du coup, on va laisser le temps aussi que tu entres. Le Pen ne veut plus sortir de l'euro et de l'UE. Le Pen non plus, oui, effectivement. Mais c'est pour ça. Mais alors après, du coup, c'est pour ça qu'il rejoint pas forcément ces coins-là et qu'il est plutôt, effectivement, Kuzmanovic ou Roussel, quoi. Donc, voilà. Ouais, le côté... Roussel qui... je pense que Roussel serait plus eurocritique qu'il ne l'est réellement dans certains de ses discours. Je pense qu'il pour pas trop faire peur à son électorat. Puis il faut pas oublier que le PCF, c'est parmi les partis un peu vieux, c'est le seul parti qui a eu une grande constance et qui a refusé tous les traités européens et tous les projets européens. Dès les années 50. Donc, voilà. Et quand tu parles un peu aux militants du PCF, bon, tu vas peut-être avoir quelques militants un peu en bourgeoisie à Paris qui vont être un peu dans un euro-réformisme. Tu vas peut-être avoir aussi certains qui maîtrisent pas trop le sujet, dans la frange un peu bobo, hein, il y en a une au PCF, on va pas se mentir, ça existe, mais la majorité de la base militante, tu leur parles un peu de l'Union européenne, bon, globalement, ils en pensent que c'est plutôt de la merde, quoi. Voilà, alors ils sont pas forcément du genre à crier Frexit à tout bout de champ comme moi, parce que pour eux, c'est peut-être pas le sujet central. Mais quand tu leur parles du sujet, je pense que demain, si on faisait un référendum du Frexit, la majorité des militants PCF voteraient pour le Frexit. Ça, j'en suis persuadé. Moi, par exemple, je vis dans une commune PCF, il n'y a aucun drapeau européen sur la mairie ni sur les écoles primaires. Après, c'est sûr que les gens ne sont pas des fanatiques de l'UE. Voilà. Et d'ailleurs, dans mon coin, dans les banlieues de la rive gauche de Rouen, le PCF, il y a une affiche qui colle de temps en temps, notamment pendant les élections, c'est le PCF. Il y a écrit blanc sur rouge, il y a écrit le PCF, seul parti à avoir refusé tous les traités libéraux européens. D'accord. Donc c'est un argument de vente ici pour le PCF. Donc c'est pour ça que moi je peux comprendre qu'électoralement Roussel fasse un peu le modéré sur ce sujet, mais j'ai aucun doute sur le fait que le PCF, s'il était au pouvoir, remettrait totalement en cause les traités européens.
D'accord. Voilà. Là où avec la FI, par exemple, je me méfie beaucoup plus, quoi. Avec leurs histoires de plan A, plan B, je me méfie beaucoup plus. D'accord. Tu penses que si on démantèle l'Union européenne, façon de parler, on retrouve notre souveraineté, donc on peut régler plus facilement une majorité des problématiques françaises. Ah bah bien sûr. Ouais, Bien sûr. Après, voilà, il faut pas imaginer la sortie de l'UE. Ça, c'est un truc sur lequel on est très clair chez la République souveraine et sur lequel j'étais déjà très clair avant d'être chez la République souveraine. C'est que il faut pas voir la sortie de l'Union européenne comme une fin en soi. C'est un peu la dérive qu'il pouvait y avoir dans certains discours un peu caricaturaux de l'UPR. La fin de l'Union européenne est un moyen pour retrouver notre souveraineté nationale, et retrouver notre souveraineté nationale est un moyen pour aller vers une politique sociale. Et encore une fois, pour ceux qui arrivent en cours de live, pour moi, une politique sociale, c'est pas juste balancer des aides à tire-larigot. C'est quelque chose de beaucoup plus infrastructurel, quoi. Enfin, voilà. Okay. Je vais juste vas-y. couper le live, vraiment 2 minutes, le temps de passer à mon ordi. On va mettre ton son tranquille. Je reviens aussitôt. Ça chauffe en Ukraine, que vont faire les Américains? Justement, on va parler un petit peu de tout ça, on va parler de l'Amérique peut-être aussi, peut-être l'influence de l'impérialisme américain. On va voir un peu tout ça avec lui. Alors justement, tiens, je vais démute peut-être, tiens, Triskel qui va après justement reprendre la parole. Oula, putain, Triskel, tu fais un bruit. Triskel. Oui. Triskel, est-ce que tu es là? J'ai un fond sonore? Oui, tu es là, tu es sur le live. Oui, tu es là. Vas-y, Triskel. Alors avant, c'était quoi la question que tu voulais poser? Tu vas lui poser la question quand il va revenir, le camarade. Mais c'était quoi la question? Je voulais le remercier chaudement, puisqu'il y a 2 ans, c'est un des seuls qui a répondu à mon appel pour aider Julian Assange, et il y a répondu vraiment bourrinement, parce que sur Twitter, il a une force de frappe impressionnante. Donc voilà, je vais attendre qu'il soit là quand même pour le remercier, ce camarade Charles. Et d'ailleurs sur Twitter, là, juste un truc. Allez, partagez sur Twitter, retweetez, là, on est 272 pour camarade Charles. C'est quoi ça, les gars? Franchement, les gars, c'est la honte. Alors les likes, ok, ça va, les dons, je m'en fous, mais au moins, retweetez, je vous mets le tweet. Et allez, retweetez, il n'y a pas du ring, il a dit le sang Triskel. Donc t'es le sang pour la famille, semblerait-il. Donc tu connais très très bien camarade Charles et tout, ok. Je le connais un peu, je vais profiter qu'il soit plus là pour faire la publicité d'un mouvement qu'il a lui-même dissous, qui s'appelle la Charlosphère, qui je crois c'était un Discord assez conséquent, qui a été en fait au lieu de bienvenue les gens. Dissous, ça a été renommé en fait, maintenant ça s'appelle le Café Simiesque. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est un Discord qui mêle toute une population d'extrême droite et une population d'extrême gauche dans un joyeux bordel que tu aimerais probablement, Zioclo. Ça doit être cool, ça, ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. Je trouve ça bien. Moi aussi, j'aime bien le dialogue, et puis là-bas, ça se passe vraiment avec du dialogue et non pas des invectives, c'est assez sympathique. C'est essentiellement à l'écrit. Ça s'appelle le Café Simiesque. Donc voilà, faisons-en la publicité dans son dos. Le Discord de Café Simiesque. D'accord. Eh bien, si jamais vous êtes intéressé. Discord, du coup, parce que voilà, ça a été dissous, renommé. Il paraît que c'est devenu NIMP. C'est lui qui est à l'origine de ça, c'est lui qui a créé ça. On me dit que c'est devenu NIMP. Parce que c'est pas devenu un HP à ciel ouvert, du coup. Ah ben, comme tous les serveurs Discord, je veux dire, ici, on n'est pas à l'école du rectorat. Hein. C'est vrai que je dois admettre, moi j'ai toujours dit, on est entre cassos. Mais après, on est entre nous. Donc déjà, c'est bien. Du coup, docteur Zioclo, j'ai pas pris mon traitement ce matin, est-ce que c'est grave? Non, tu prendras demain. Il faut jamais surdoser. Hein. Par contre, tu prends pas le double demain, attention, c'est interdit ça. Mais sinon, prends ton traitement si jamais tu en as besoin, bien entendu. Demande à ton docteur. Putain, je suis pas docteur moi, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi je réponds? Alors, moi nous avons avec nous Canalosor, que je connais, qui est situé plutôt très à gauche. Vas-y. Canalazor, bonsoir. Tiens, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à tout ça, par rapport à camarade Charles? Ah mais moi j'ai rien à dire du tout. La femme ta gueule, putain! Impossible ça! J'ai vu du monde ici et je suis venu, voilà. Et la lumière, t'as raison. Bah, installe-toi tranquillement, tu peux te mute. Et puis si jamais je te donnerai la parole, il est à gauche et il connaît bien un thème de droite, donc ça va t'intéresser, qui est le militaria. Non, mais c'est pas le sujet de ce soir, monsieur Triskel. Monsieur Triskel, la digression n'est pas permise ce soir. Sinon, c'est le ban. Monsieur. Ah oui, mais moi sur les rails, donc le sujet, à part ce cher Charles, c'est quoi du coup? Bah on attend le Charles, c'est le sujet ce soir. Bah c'est déjà le sujet, c'est un bon sujet Charles quand même, bordel les gars. Il va venir, il va répondre à vos questions, vous allez pouvoir parler avec lui aussi, on va essayer d'étendre un petit peu la discussion. Donc du coup voilà. Donc je sais pas, est-ce que t'as écouté son intervention déjà?
Bah, tu connaissais tout, toi, Non, du Charles. je rentre juste du psy en vrai là, donc. D'accord. Ah, Voilà. d'accord. Bon, bah attends, je te laisse tranquillement t'installer. Je vais te donner la parole, peut-être, à Femme Soja, qui me dit que Charles l'a aidé politiquement à sa prise de conscience. Alors, Femme Soja, je te laisse parler. En fait, The Clos, c'est une grande taverne. Ouais, j'aime bien les tavernes, moi. J'aime bien la taverne. Ok. Oui, Bon. Femme Soja. Ouais, bah du coup, oui, c'est du... Alors ouais, un petit message ouais, pour Charles, même s'il est pas là, du coup. Mais bon, de toute façon, il le sait, je lui avais envoyé un message. Bon, il ne doit pas s'en souvenir, mais peu importe. Ouais, non, mais en fait, c'est grâce à Charles que, par exemple, pas mal de concepts, par exemple, notamment sur l'UE, par exemple, sur les problèmes posés par l'UE, mais aussi par pourquoi c'est géré avec le cul, tout ça, etc. Par exemple, j'ai pu avoir des concepts, en fait, et avoir des livres à lire, tout ça, etc. Donc, franchement, ce genre de personnes, que ce soit sur Twitter ou sur les réseaux sociaux numériques, quoi, franchement, c'est cool, en fait, de donner des références à ceux qui n'en ont pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont vierges de toute connaissance à ce niveau-là, tu vois. Et notamment pour l'UE, moi je savais qu'on me disait que l'euro par exemple c'était un problème, mais je savais pas pourquoi précisément, tu vois. Par exemple, tu vois, pareil pour la Grèce, j'entendais dire que voilà, ils étaient maintenant excessivement pauvres et tout, mais j'ai jamais compris pourquoi ça se passait, parce qu'au moment où ça s'est passé, j'étais au collège et je veux dire j'avais d'autres choses à foutre que de faire que de lire des livres sur l'économie grecque pour comprendre le truc, tu vois. Donc du coup ça franchement c'est bien, enfin. Pour commencer. Après, voilà, j'ai pas, par exemple, la même compréhension que lui, je pense, sur certains trucs, genre Marx, tout ça, etc. Mais voilà. Et puis, en plus, quand il dit que Kluskar, par exemple, est compliqué, ça donne encore plus peur de lire, mais bon. Bref. C'est pour ça que c'est bien, quelques vidéos, tout ça, etc. sur le truc. Et surtout, alors, je vais rebondir sur un truc, alors peut-être que ça va être intéressant pour d'autres. C'est que, par exemple, le fait que, par exemple, quand il disait que certains ont lu Kluskar pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour taper sur du SJW. Je vais être honnête, j'ai eu aussi cette mentalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyais une vidéo contre, par exemple, une personnalité de gauche que j'aimais pas ou quoi que ce soit, parce que justement il y avait le côté SJW, tout ça, etc., j'avais tendance à trouver ça bien, parce que justement ça tapait sur du SJW. Et c'est pour ça que du coup, c'est bien des fois de se rendre compte de ce genre de biais, et de se dire que, il faut aller au-delà de ça, quoi. Je veux dire, oui, ok, tu veux taper sur du SJW, mais alors, qu'est-ce que ça va arranger à ta vie? Est-ce que vraiment ça va te permettre de militer ou quoi que ce soit? Alors que, par exemple, les fameux raids où tu montes les casseroles que certains politiciens ont au cul, je trouve ça déjà beaucoup plus, beaucoup plus efficace. Après, bien sûr, c'est une goutte d'eau parmi un océan de militantisme, tu vois, mais... Tu vois, voilà, c'est le genre de choses que, voilà, Charles m'a apporté, on va dire, à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et ben Charles est de retour. Donc Charles, est-ce que tu réagiras à ce qui vient d'être dit? Alors déjà, au début tu disais que j'étais pas là, mais si j'étais là, c'est juste que mon micro était coupé. Mais ça me fait plaisir, c'est pas le premier témoignage de gens qui disent avoir été politisés en me suivant, donc ça me fait vraiment plaisir à chaque fois que j'entends ça. Voilà. Je sais pas quoi ajouter à ce témoignage, mais en tout cas ça me fait plaisir. Voilà. Après, est-ce que je peux en profiter juste pour poser une question? Oui, vas-y. Alors, c'est une question que je me pose, enfin que j'aurais voulu aussi poser à Raka, mais à pas du ring aussi hier, mais bon, ça a été compliqué. C'est par rapport à tous, parce que là, je vois par exemple que dans les comptes que je suis, tout ça, etc. Il y a par exemple quelques comptes qui sont des communistes, mais aussi qui sont des personnes transidentitaires. Du coup, je me demandais comment est-ce que dans l'idée matérialiste de Marx, on peut comment vous voyez on peut voir la transidentité à travers l'idée matérialiste, du coup. C'est voilà. Je sais pas si c'est clair ou pas. Franchement, c'est vraiment une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que, je t'avoue que tous les sujets comme ça sur le genre, c'est pas des sujets que j'ai énormément bossé. En fait, même pas du tout. C'est pour ça que j'en parle quasiment jamais, tu vois. Voilà. Moi, mon optique, c'est plus de dire, mais du coup, ça n'a pas vraiment de rapport avec le matérialisme, hein, parce que là-dessus, je me base pas sur une méthode matérialiste. Je me dis juste que,
il faut accepter les personnes transgenres, tout comme les personnes homosexuelles. Bon, du coup, j'ai un discours vraiment bas de plafond, je sais. Peut-être, c'est pas extrêmement développé intellectuellement, mais Après, ça voilà, c'est juste s'explique ça. et ça se justifie de manière matérialiste, hein, clairement. Je veux dire, que ce soit du côté de la psychologie, de la sociologie, etc., tu peux totalement expliquer Ah oui, bien pourquoi, sûr, mais vu comment, que et c'est tout. des sujets que j'ai pas du tout bossé, enfin. Mais Bah, genre, on après, verra bah- Psycho quoi qui, à la limite, qui en parle aussi, qui le vulgarise pas mal. Et vas-y, tu- Famsouja. si tu veux, bah déjà un auteur, enfin si vous voulez tous un auteur en sociologie français et récent, qui est très intéressant, c'est Arnaud Alessandrin, qui a écrit notamment la sociologie des transidentités, et alors que je suis en train d'utiliser en ce moment pour mon